Donc, on va rester dans le domaine de l'environnement, mais là, on va parler plus de milieux humides. La modification de la loi sur les milieux humides est définitivement un sujet qui a fait beaucoup jaser ces dernières années. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons invité Mme Alissane Marquis, aménagiste à l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean, à venir nous présenter le plan régional des milieux humides et hydriques. Alissane. Ah! Merci. En fait, là, juste pour clarifier, oui, il y a les plans régionaux des milieux humides et hydriques, mais moi, un peu, ce que je viens faire aujourd'hui, c'est vous vulgariser les allègements qu'il y a eu en lien avec la réglementation, là, parce qu'on va le voir plus loin dans la présentation, mais les plans régionaux, là, c'est vraiment un mandat qui est donné au MRC. Donc, si on commence, vous savez, là, de manière plus générale, donc la loi sur la qualité de l'environnement prévoit que, sauf exception, les travaux de construction ou autres interventions réalisées dans les milieux humides et hydriques doivent faire l'objet d'une autorisation ministérielle. Donc, comme on voit, c'est sauf exception. Évidemment, là, ça, c'était initialement, c'était comme tous les travaux dans les milieux humides sont sujets à une autorisation. Par la suite, il y a également eu des allègements. Donc, évidemment, de cette loi, il découle plusieurs règlements, notamment le règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le REAFI. Également, le règlement sur les activités dans les milieux humides et hydriques sensibles, donc le RAMHHS. Puis également le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques. Et c'est vraiment dans le règlement sur les compensations qu'il y a eu beaucoup d'allègements. Donc, c'était des assouplissements qui ont été réclamés par l'Union. Donc, des modifications au règlement sur les compensations ont été réclamées compte tenu des montants exorbitants qui étaient initialement demandés suite à l'utilisation d'un milieu humide et hydrique. Donc, on pouvait, là, à ce moment-là, avoir des compensations financières allant jusqu'à 30 $ le mètre là, pour les milieux humides et hydriques, ce qui était quand même là, énorme. Puis, grâce aux interventions de l'Union, ces assouplissements ont rentré en vigueur en décembre 2021. Puis, depuis l'entrée en vigueur de ces assouplissements-là, il n'y en a pas eu d'autres jusqu'à présent. Donc, il y avait un peu 3 types de demandes là, qui étaient faites par l'Union. Donc, au départ, c'était de moduler les exigences en fonction des spécificités des régions. Donc, de ne pas traiter le Québec de la même manière, étant donné que ce n'est pas la même pression qui est exercée sur les milieux humides selon l'endroit où on se trouve. Par la suite, il y a eu de ramener la possibilité de mettre en culture certains milieux humides parce qu'on sait qu'on peut en faire une utilisation durable et par la suite, là, de retirer le versement d'une compensation financière pour certains types de milieux. Donc, en premier, concernant là, les spécificités des régions, il y a eu, dans le fond, le règlement prend en compte maintenant que le domaine bioclimatique dans lequel on se trouve, étant donné que la pression n'est pas la même partout au Québec. Donc là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il se retrouve dans... J'ai jamais utilisé ça. Ouais. Ici. Donc, on voit là qu'il est comme un peu en vert fluo. C'est le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune. Puis, celui-là, là, dans le règlement, est traité là, d'une manière différente que les autres. On va le voir un petit peu plus. Ensuite, les autres allègements qui ont été inscrits, donc ceux-là que je vous ai nommés tout à l'heure, c'est qu'à l'exception des tourbières ouvertes de plus de 4 hectares, la mise en culture d'un milieu humide se voit désormais exemptée du paiement de compensation financière. Donc, quel que soit le milieu, si ce n'est pas une tourbière ouverte de plus de 4 hectares, suivant là, quand même une démarche, il y a une possibilité de mettre en culture sans payer de compensation financière. Puis, également, là, concernant les domaines bioclimatiques, là, il y avait nous, comme on était dans celui de la sapinière à bouleau jaune, on comprend que pour les domaines de l'érablière à carrier codiforme et l'érablière à tilleul, certains travaux sont admissibles à une déclaration de conformité plutôt qu'à l'obtention d'une autorisation ministérielle.
ce qui vient simplifier de manière importante les démarches administratives à réaliser. Donc, pour notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme on ne se retrouve pas dans un des deux domaines là, à érablière, on peut passer pour certains milieux une déclaration de conformité plutôt que l'autorisation ministérielle. Ce tableau-là, c'est la synthèse. En fait, là, moi, c'est un outil que j'utilise quand même régulièrement là, pour quand j'ai des questions par rapport au milieu humide. C'est, dans le fond, ça représente un peu le chemin qu'il faut prendre si on veut mettre en culture un milieu humide. Donc, la première colonne, elle représente les deux domaines bioclimatiques, donc soit ceux-là de l'érablière ou le reste du territoire. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui, il s'inscrit dans la colonne du bas. Donc, ici, on retrouve la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce moment-là, on a également là, en haut les types de milieux humides, donc les milieux humides boisés et les milieux humides ouverts. Donc, si on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean et selon le type de milieu, donc si on est dans un milieu boisé et qu'on répond aux conditions qui sont inscrites en dessous, là, on peut faire une déclaration de conformité pour utiliser le milieu humide. Donc, si c'est un milieu qui est moins de 10 hectares, qui est sans infrastructure connexe, à plus de 100 mètres d'une tourbière ouverte, avec la déclaration de notre agronome, on peut passer par le processus de déclaration de conformité. Si on ne répond pas tout à fait à toutes ces conditions-là, parce que, par exemple, le milieu humide il est 20 hectares, bien là, à ce moment-là, on va passer vers une autorisation ministérielle. Par contre, il n'y a pas de compensation financière qui sont exigées au terme de l'obtention de notre autorisation. Avenant le cas où est-ce qu'on est dans un milieu humide ouvert, là, à ce moment-là, on tombe directement dans une autorisation ministérielle. Par contre, ça peut être des travaux d'aménagement qui sont là, demandés pour remplacer le milieu humide, mais pas de compensation financière. Puis, pour ce qui est des tourbières ouvertes, qui est quand même là, leur caractère écologique a été scientifiquement prouvé. Fait que le ministère tient vraiment à les conserver. Donc, à ce moment-là, si c'est moins de 4 hectares, on peut, avec l'autorisation ministérielle, faire des travaux de réaménagement sans payer de compensation financière. Et si c'est plus de 4 hectares, là, à ce moment-là, on peut tomber là, dans une situation où est-ce qu'on doit payer une compensation financière pour l'atteinte à ce milieu. Une fois qu'on a obtenu notre autorisation, que ce soit du drainage ou tout ce qui est relatif à vos activités pour mettre en culture peut être fait. Fait que dès que vous obtenez votre autorisation, vous pouvez là, exploiter votre milieu. Donc, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a deux processus pour la mise en culture d'un milieu humide. Donc, soit la déclaration de conformité, que cette déclaration-là est encadrée par le règlement sur le REAFI, donc l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. C'est un processus qui est plus léger que l'autorisation ministérielle et c'est un dépôt, dans le fond, suite à quand même une démarche là, que vous devez faire avec votre conseiller. Quand même un dépôt et suite au dépôt, il y a 30 jours, le ministère va donner son avis et si tout est conforme, vous allez pouvoir commencer à exploiter. Pour ce qui est de la demande d'autorisation ministérielle, qui est le deuxième processus pour la mise en culture d'un milieu humide, c'est sûr que ça consiste à obtenir l'autorisation de réaliser un projet conforme aux lois et aux règlements applicables selon les exigences du ministère en matière de protection de l'environnement. Fait que eux, par projet, c'est que c'est traité de la même manière, c'est plate à dire, mais c'est la même manière que si vous voulez bâtir un centre d'achat, l'agriculture, c'est considéré comme un projet au sens de l'autorisation ministérielle. Donc, c'est un traitement qui est évidemment plus long, avec une charge administrative beaucoup plus lourde, importante. Puis, dans les deux cas, vous nécessitez là, de faire une caractérisation écologique de votre milieu. Donc, c'est évidemment, là, on est plusieurs à intervenir là, à diverses échelles dans le cas soit de la mise en culture ou notamment pour la réglementation pour les milieux humides. Fait qu'aujourd'hui, j'avais un peu comme mission de vulgariser c'est quoi le rôle de chacune des instances. Donc, au niveau de l'UPA,
nous, ce qu'on fait, c'est qu'on défend les intérêts collectifs des producteurs et productrices agricoles du Québec. Donc, notamment quand il y a eu la sortie, la publication du premier règlement, ben, l'UPA est allé là, négocier avec le ministère pour essayer d'obtenir certains allègements qui étaient bénéfiques pour l'ensemble des producteurs. On sensibilise le monde politique sur certains processus et la réglementation, évidemment, pour leur présenter la réalité des producteurs agricoles. On participe également aux diverses consultations et l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. À cette étape-là, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que la zone agricole ne sera pas impactée par les modifications au schéma d'aménagement, puis également que le fait de ne pas pouvoir développer dans les milieux humides, ça vienne une raison de développer en zone agricole. On veut également s'assurer que la réglementation qui pourrait rentrer en vigueur ne soit pas plus sévère que celle déjà établie par les différents ministères, parce qu'on est conscient que les producteurs agricoles doivent quand même là, respecter énormément de règlements. Ensuite, on peut agir également comme médiateur dans les dossiers problématiques entre les producteurs et le ministère de l'Environnement. On peut être un acteur qui vient favoriser le dialogue. Fait que si jamais vous avez des problèmes, que vous avez de la difficulté à parler avec votre direction régionale, bien nous, on peut être un acteur qui vient faciliter le dialogue. Ensuite, au niveau du ministère, bien évidemment, le MELCC doit contribuer au développement durable du Québec en jouant un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité au bénéfice des citoyens. Donc, c'est vraiment leur mandat là, général du ministère. Puis, en matière de milieux humides, bien évidemment, ils doivent s'assurer de la mise en application de la réglementation qui est en vigueur. Ils doivent analyser les demandes d'autorisation et les déclarations de conformité qu'ils vont recevoir. Puis, ils peuvent aussi offrir un soutien administratif pour remplir leur formulaire. Donc, si vous avez des questions par rapport au formulaire, c'est vraiment avec le ministère de l'Environnement que vous devez tenter d'obtenir ces réponses-là. À l'échelle des MRC, maintenant, c'est qu'eux, ils ont obtenu du gouvernement le mandat de l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, ce document-là, c'est un document de réflexion stratégique qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification de l'aménagement du territoire. En fait, c'est vraiment un outil de planification du territoire pour savoir à quel endroit on retrouve les milieux sensibles, les milieux qu'on doit conserver, puis peut-être aussi de cibler les milieux qu'on est prêt à laisser aller pour développer là, autre chose. Puis c'est également eux qui doivent faire la validation terrain pour la localisation des milieux humides. Donc, il y a un travail vraiment plus là, local. Pour ce qui est des conseillers, donc, dans le fond, vous savez que les conseillers aident et conseillent les exploitants agricoles dans tous les aspects de la gestion de leur entreprise, que ce soit au niveau des cultures, de la fertilisation, de la commercialisation, l'agroenvironnement, tout ce qui est gestion d'entreprise, c'est les conseillers qui sont là pour accompagner. Ils offrent d'ailleurs du service conseil. Puis, en ce qui concerne les milieux humides, bien, c'est eux qui vont vous aider à réaliser les caractérisations puis qui vont attester la conformité de vos pratiques. Finalement, les producteurs, parce que tout le monde a un rôle à jouer dans l'équation, les producteurs, c'est des personnes qui gèrent des propriétés destinées à la production agricole et ou l'élevage d'animaux. Donc, c'est eux qui cultivent les fruits, les légumes, ils vendent à des commerçants, etc. Et dans le cas de la mise en culture d'un milieu humide, c'est au producteur à, premièrement, évaluer à l'aide de son conseiller la possibilité ainsi que les avantages et les inconvénients de mettre une parcelle en culture. Parce que oui, on peut avoir des milieux humides chez nous, mais c'est à nous, à l'aide de notre conseiller, d'évaluer le potentiel. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que pour mon entreprise, pour moi, ça serait une bonne chose de mettre en culture cette nouvelle parcelle-là? Également, c'est aux producteurs de faire caractériser le milieu humide par un biologiste ou quelqu'un qui en a les compétences. Puis finalement, faire attester la conformité du milieu humide par son agronome dans le cas d'une déclaration de conformité. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de la réglementation
en lien avec les milieux humides, c'est sûr que moi, je peux prendre des questions, mais je ne peux pas vous dire là, précisément, ah, ben moi, chez moi, j'ai tel type de milieu. Par contre, je peux peut-être vous diriger vers les bonnes références là, si vous avez besoin.